Légende iconique, plus de 40 ans de scène. À 69 ans, il sort son 19e album, Eternity. Vous n'avez pas idée de l'émotion qui puisse me submerger en ce jour, parce que le rencontrer me réconcilie avec mes valeurs. Lorsque je rencontre ce monsieur en 2008, il bouleverse littéralement ma vie. Nous rencontrons ce soir une légende, un artiste interplanétaire pour épouser le thème. Bonsoir Alpha Blondy. Bonsoir mon frère Guillaume. Quel honneur de vous rencontrer ce soir. Eh bien, l'honneur est pour moi que d'avoir dans notre modeste studio une si grande pointure de la plume ivoirienne et maintenant du micro et des caméras ivoiriennes. Oui, c'est vrai que vous nous avez accordé pas mal d'interviews, mais c'était des interviews écrites. C'est ça. Et là, c'est l'une des rares fois pour une interview vidéo. Ça change beaucoup de choses. Oh ben, on a maintenant digitalisé tout cela. Merci en tout cas Okay. pour l'honneur. Merci pour cette bonne humeur que vous nous avez fait partager avant le début de cette interview. Je vais vous poser une question toute simple. C'est vrai que vous avez fait pas mal de plateaux télé, pas mal de radio pour des interviews. Bien entendu, forcément mettant souvent à l'index votre actualité. Mais s'il y a un thème particulier que vous auriez aimé, dont vous auriez aimé parler lors d'une interview, ce serait quoi comme thème? En vérité, tous les thèmes sont les bienvenus. Ok, parce que voilà, on peut tout en débattre. On peut parler de tout. On peut, sauf bien sûr, j'ai dit la vie privée de la famille, ça on touche pas. Ok, à cause des buzz inutiles et irresponsables en tant que père de famille. Sinon, tout ce qui vous siera, ok, sera le bienvenu. Si on veut parler soit de faits de société ou de religion, par exemple, C'est parfait. par exemple, entre les deux thèmes, lequel vous Les plaît? deux. Les deux. Oui, parce que les religions sont aussi des faits de société. Forcément. Okay. C'est un ensemble englobant. Voilà. Après, les faits de société, ça peut être peut-être, je sais pas, la cherté de la vie, ça peut être, je sais pas mal de choses. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, la religion fait partie intégrante forcément des faits de société. À ce propos, lorsqu'on a lu la Bible, la Torah et encore le Coran, quel enseignement on tire de l'humanité? On regarde l'être humain avec des yeux différents. Voilà, il n'est pas aussi simple, aussi banal qu'il voudrait paraître. Ok, parce que son créateur n'est ni banal, ni voilà. Si tu prends Dieu au sérieux, tu prends sa créature au sérieux. Surtout déjà qu'il t'a dit qu'il a fait l'homme selon sa ressemblance à lui. Ok. Et dans le Coran, il y a une jolie phrase qui me plaît. Il dit je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Moi, à mon modeste niveau, j'ai compris, je suis ton ADN. Donc, en chaque être humain, il y a l'ADN de Dieu. Et en chaque être vivant, il y a l'ADN de Dieu. C'est ce que, tu comprends, ces livres m'ont enseigné. À respecter tout ce que je vois. Et puis, à ne... Alors, ça m'a complètement éloigné du hasard et des coïncidences. OK? Je vais t'inviter à lire le livre de Stephen Hawking, okay, le plus grand astrophysicien après Einstein. Et il disait qu'il était athée. Mais quand j'ai lu son livre, j'ai décrété que c'était un faux athée. Parce que ce monsieur a démontré scientifiquement que Dieu ne peut pas ne pas exister. Il dit que l'univers est d'une précision. Et celui qui a design, qui a dessiné l'univers, l'a fait avec tellement de précision, avec la probabilité de 1 avec 70 zéros, pour que ce soit une coïncidence ou un hasard. Donc, si celui qui a dessiné l'univers l'a fait avec autant de précision, cette intelligence, comme il dit, cette intelligence suprême, si le contenant est si bien calculé, évidemment le contenu aussi doit l'être. Parfait. Vous confiez une fois ceci, je suis la preuve vivante et inéluctable que Dieu existe. Pour vous aujourd'hui, le succès que vous rencontrez depuis pas mal d'années aujourd'hui, est-ce que ce succès, on va dire, on l'impute à votre talent ou au final à votre foi? Je n'ai aucun talent, je n'ai aucun mérite. Tout le mérite revient à Dieu, l'inspirateur suprême. Et comme vous l'avez si bien dit, les lectures m'ont appris ça.
que chaque être humain, que ce soit humain ou animal, a une mission dans cette création. Et je dirais que ce sont des missions complémentaires. Et la mienne, c'est ce que je suis en train de conjuguer. Et j'aime toujours dire, mon cerveau, je ne l'ai pas acheté à Virgin Megastore. J'ai été doté de ce disque dur. Donc, les informations contenues dans ce disque dur m'ont été données par celui qui m'a fait don de ce cerveau. Voilà pourquoi, sans force humilité ou modestie, je dois reconnaître que mon Créateur est à l'origine de tout ce que je prétends être ma création musicale. Forcément, votre carrière musicale, elle se confond à votre existentialité. Si aujourd'hui vous deviez léguer, on va dire quelque part, des valeurs à la postérité, ce serait quoi? C'est déjà l'inspiration qu'il m'a donnée. Tout ce que j'ai fait, depuis Première Chance, avant Première Chance, tout ce que j'ai pu réaliser, ok? Toute la gloire lui revient. Tout le legs lui revient. Mais eux, aux humains, vous léguez quoi, au final? Au-delà de vos productions musicales, les êtres humains, les générations futures, forcément, à qui vous devez léguer quelque chose, qui vous voit comme un miroir. On se dit, bon, qu'est-ce que Alpha Blondy va nous léguer comme valeur? C'est comme ça que la vanité commence. Je ne suis ni le miroir de personne, parce que je suis entouré que de parcelles de Dieu. Toi, ton équipe, il n'y a pas de petite tranche de Dieu. C'est ça ma folie. Et s'il vous arrive un jour de vous dissocier de cette logique, quelque part? Il ne peut pas m'arriver de me dissocier. Parce que depuis très longtemps, tu comprends, il m'a fait remarquer cela. Ok? Le hasard n'existe pas. Toute personne que vous rencontrez, il y a de lui dedans. L'ADN de Dieu, ce n'est pas un petit bout. Donc, votre vie à vous, selon vous, ne doit pas inspirer quelqu'un? Nous sommes en mission. Et nous avons des missions complémentaires. Vous êtes journaliste, vous me posez des questions. Vous servez de caisse de résonance, ok, par votre métier à ce que je suis en train de faire, de dire. Donc, vous êtes un élément complémentaire pour cette carrière. Je prends un chiffre, il y a 10 personnes qui vont écouter notre interview. Grâce à qui? Grâce à toi. Et ces 10 personnes vont dire à 10 personnes, qui diront à 10 personnes, on va atteindre 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils vont justement retenir quelque chose de cette eux interview. aussi, parce que chaque... Mais ils vont retenir quelque chose. Bien sûr. Mais justement, donc, vous, votre résistance, qu'est-ce qu'on devrait retenir de votre résistance par rapport à tout ce que vous avez donné à l'humanité? Oh, Guillaume, je ne suis pas de prétentieux. OK? L'humanité retiendra ce que l'humanité voudra. Moi, pour le moment, tu comprends, je m'applique. Je suis la caisse de résonance. Je suis un récepteur et un émetteur des ondes et des fréquences que Dieu m'envoie. Et j'essaie de comprendre, de les reproduire le plus fidèlement possible. OK? Des fois, j'ai fait des sons que j'aime pas. Et puis je me suis dit, peut-être que c'est ce qu'il veut. Et il y a souvent des sons que moi je n'aime pas, et puis les gens ils écoutent, ils en raffolent. Comme dirait quelqu'un, tout est bon dans le cochon. OK? Donc, quand je fais ce genre de calcul, vraiment, tu vois, je prends conscience de la mission qui m'incombe. OK? Quand des journalistes français, OK, m'accueillent dans leur studio et me posent des questions, et que après, sur Internet, je vois les commentaires, OK? Chacun, selon son rôle, OK, a une mission. Et nous sommes dans la mission complémentaire. Les commentaires à ce propos, vous continuez de les suivre, de les regarder? Ah oui, moi je me marre. Attends, ça me fait plaisir. Parce que je me rappelle en son temps, ça vous faisait mal de voir de méchants commentaires oui, vous concernant. Oui. Est-ce que vous avez toujours ce ressenti-là?
lorsque vous voyez des Non, commentaires non, méchants? ça passe tout ça. Tu vois? Parce que c'est Dieu qui te fera des compliments et c'est Dieu qui va t'insulter. Il t'a dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est lui. OK? À tous les coins de rue, c'est lui. Il y a Peter Tosh qui a fait une jolie phrase que j'aime. Au début, je la chantais comme ça sans savoir. Mais il a dit, this man and that man, yes, they are the same man. Yes, man. Cet homme et cet autre homme, oui, c'est le même homme. Et c'est avec ce regard, même mes enfants, même les petits, même les bébés, c'est lui. Et quand tu vois ça, il y a deux réactions. Il y a la peur. Non, pas la peur, la crainte devant l'humilité de ce Dieu créateur et le pouvoir de ce Dieu créateur. Il est l'alpha et l'oméga. Il a tout en lui. Le Dieu de la diversité. Il est le commencement, il est la fin et il est aussi celui qui est entre le commencement et la fin. Tu ne peux pas le louper. En tout cas, c'est bien résumé. Human Rise, c'est votre tout dernier album. Il est sorti en 2018 et c'est 4 ans après que vous venez aujourd'hui avec Eternity. 4 ans d'attente. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Ben, écoutez, entre la pandémie, ok, et tout ça, moi j'essaie de ne pas être prisonnier du temps, ok. Je travaille quand je ressens, ok. Et puis en plus, ça m'a permis, tu vois, de travailler avec mon équipe. Nous, on n'avait pas de couvre-feu. Couvre-feu, on travaillait. Confinement. Après, nous-mêmes, on s'est auto-confinés. On venait, puis on travaillait avec nos masques. Okay? Mais cette épreuve aussi, on l'a traversée. D'ailleurs, c'est pas fini encore. Mais le temps n'a pas compté pour nous. Le temps n'avait aucune incidence. Ce qui était beau, c'est que moi, je travaillais ici avec une équipe. Et on envoyait les fichiers à Paris. Je suis un musicien, ok. Chacun a son studio à la maison. Et ils travaillaient et nous ramenaient et on mettait dans l'ordinateur. Donc c'était vraiment, on a développé une sorte de travail. Vous êtes adapté quelque part. Comment je peux ça dire dans les bureaux là? Le télétravail. Voilà, musicalement parlant, ouais. Voilà, on a développé une forme de télétravail, et puis ça, c'est très intéressant. Ça a collé. Okay? Ça a collé. Mais cette pandémie, justement, a fait que vous n'êtes pas produit sur des scènes comme vous en avez l'habitude pendant tout de même 2 ans. Ça vous a pas manqué quelque part, les scènes? Non, pas du tout. J'étais agréablement occupé à m'occuper de Monsieur Abraham, ok, à changer ses couches, à lui apprendre à faire 4 pattes, à faire son biberon, ok, pour aider sa mère. Et puis ça m'a occupé positivement. Cette vie de nouveau papa, justement, on en parle en exclusivité. Comment est-ce que vous l'avez vécu avec le petit Abraham? Mais le moi, prince bleu? tous les enfants, je le vis bien. Mais avec Abraham, j'étais là. Avec les autres, des fois, je partais en tournée 1 mois, 2 mois, ok. Et puis je revenais, déjà l'enfant faisait déjà 4 pattes, où je viens, déjà l'enfant pouvait être propre sans couche, ok. Mais cette fois-ci, j'ai suivi toutes les étapes, you know. De toute façon, tous les pères doivent savoir que s'occuper d'un enfant, c'est très agréable. Ok, ça nous ramène à des trucs simples. Justement, quelles images ça vous a rappelé ça? Parce que moi, on a vécu ça à travers les réseaux sociaux quand même, de vous voir cette petite complicité avec le petit, avec la mère, tout ça. Quelles images cela ça vous a fait vivre quelque part? Eh ben, écoutez, avec lui, on avait des discussions sérieuses. Ah ouais? Ok, je lui disais, tu sais que la pandémie. Puis il me regardait. J'ai dit, bon, écoute, bon, pour moi, tu es petit, mais il faut que tu mettes ton masque. Parce que c'est un virus. Mais un salaud de virus, hein.
Et il n'y a plus d'avion, on ne peut plus voyager. Ouais. Et puis lui, il m'écoutait. Et puis, ils ont enfermé les gens. Confinement, le monde entier. Cambry. OK? Et puis, bon, même les politiciens, eux-mêmes, ils tombent malades. OK? Puis on regardait souvent, quand je regardais la télé, que bon, lui, il n'avait pas encore atteint l'âge de regarder les dessins animés. OK? Je lui expliquais le journal. You know? Je disais, Abraham, c'est chaud, hein? C'est chaud en Afghanistan, hein? Parce que on dirait que les Américains, les talibans, là, non, c'est chaud, hein? You know? Donc, vous lui faisiez le point de l'actualité. Mais la pandémie, vu qu'on en parle, cela a fait développer pas mal de thèses complotistes. Si vous devez vous prononcer là-dessus, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je vais vous dire, mon frère Guillaume, Maître Vergès, nous sommes nés, tu vois, en conseil, je le dis, nous sommes nés dans un champ de bataille. La bataille entre le bien et le mal, la bataille entre l'amour et la haine, la bataille entre Dieu et le diable. Voilà. Quand tu as intégré ça, tout ce qui se passe, tu n'es plus ni surpris ni étonné. La guerre de Syrie, ça est dans la Bible. Damas. Toute la Mésopotamie, là, ça est dedans. Donc, Irak, Afghanistan, ça est dedans. OK? On a l'impression que c'est des faits anciens. C'est ça le charme de Dieu, sa subtilité. You know, il te parle de faits que toi, tu as vus. Mais ton grand-père aussi l'a vu. Mais ça a différents noms. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Donc, cette bataille, OK, nous sommes nés là-dedans. Et j'aime dire à mes fans que si nous avons la chance d'être assis dans ce calme, en train de discuter comme nous le faisons, et puis d'écouter Monsieur Le Pen qui veut participer à notre interview, OK, c'est parce que c'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est la victoire de Dieu sur le diable. Donc, pour vous, les thèses complotistes, ça se justifie quelque part? C'est comme s'il y avait un combat entre le diable et Dieu, quelque part, je sais pas. Oui, c'est ça, en vérité. En vérité. Regardez ce qui se passe actuellement. OK? Attends. On dirait que c'est la même guerre, mais qui change de nom selon Sous une autre forme, ouais. selon les positions géographiques. OK? En Afghanistan, c'est les talibans. OK? On arrive en Irak, là, c'est l'État islamique. OK? On arrive en Syrie, là, on dit que c'est Bachar el-Assad. OK? On est arrivé en Libye, on dit que c'est Kadhafi. OK? Au Congo, on dit que c'est les rebelles. Okay? C'est-à-dire que c'est les mêmes combats. C'est les mêmes combats, les mêmes raisons que toi et moi on ne connaît pas parce que les raisons changent selon la géopolitique, la géostratégie, ok? Mais c'est les mêmes, ok? Donc, quand tu as vu ça comme ça, tu te dis, n'avons pas vite en besogne, observons. Observons. Il y a un cas que vous n'avez pas cité, le cas de la guerre en Ukraine. Un mot là-dessus? C'est les mêmes. Attends, Guillaume, c'est la même guerre. Parce que comment peux-tu expliquer? C'est comme si, dans un commissariat, les policiers qui doivent surveiller le quartier, mettre de l'ordre dans le quartier, sont eux qui financent les gangs. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et qui j'ai oublié? La Russie. La Russie, c'est eux qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et ce sont eux qui sont les 5 plus grands marchands d'armes. Donc, j'ai déjà dit, quand les marchands de couteaux se battent, les poulets africains se mettent de côté et puis on les regarde.
Tu comprends un peu, non? Parce que dans ma chanson Pompier Pyromane, C'est ça. c'est ce que je dénonce. Tout à fait. Les Nations Unies ne sont plus crédibles. Et il y a longtemps de cela. Il y a longtemps. C'est clair que je voulais garder la sémantique politique un peu plus tard, mais on va quand même aborder ça vite fait, parce qu'il y a un homme politique français qui disait, lorsque les gens disaient, mais il faut qu'on aille chercher le président russe pour l'amener devant la CPI, il y a un homme politique français qui a dit, mais qui va aller le chercher? Est-ce que vous partagez, est-ce que vous partagez cet avis? Ah. Et puis, bon, je vais te faire rire. Tu sais, pourquoi les gens ont choisi le mouton pour faire sacrifice de Tabaski? Non. Parce qu'il n'a pas de griffes. Sinon, les bons sacrifices, même là, le lion, c'est pas mal. Mais qui va aller attraper le lion pour les gorger? Qui? Ok? Donc, quelque part, c'est une situation où ils sont vraiment emmerdés. Tout à fait. Les Européens ont peur de l'Amérique. Les Européens ont peur de la Russie. Même s'ils ont des bombes nucléaires. Mais le problème de la bombe nucléaire, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai lu, ok? Si tu envoies sur l'autre et qu'il envoie, vous avez la même dose. Tout à fait. On va surfer sur les notes gays. La naissance du prince bleu fait suite à votre mariage en février 2020. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment heureux de votre existence? Oh, c'était l'un des moments les plus lumineux de ma vie. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci. Ok. Dieu m'a envoyé quelqu'un à un moment décisif de ma vie. Ok. Et ce quelqu'un, tu comprends, non? Dieu a mis en elle, ok, Abraham. Voilà. C'était le moment le plus lumineux, l'un des moments les plus lumineux de ma vie. Ok. Et ça, je dis merci à Dieu. Merci infiniment. À 67 ans, on a vu que ça vous a rajeuni quelque part. Oh, tu sais, moi, je ne pense plus à l'âge. Tout ça, c'est des chiffres. Ok? Moi, je pense à Dieu. En tout cas, vous avez toujours gardé cette lumière. On voit que cela s'est reflété de par ce mariage. Il y a pas mal de choses. Forcément, ça a changé beaucoup de choses dans votre vie. Tu sais, nos vies changent tous les jours. Tu dors, le matin, ce n'est plus la même vie. Mais lorsqu'on vit un tel événement, forcément, ça bouleverse quelque chose. Oui, mais c'est des coups de boost que Dieu vous donne. Et moi, quelque part, c'est comme si, tu vois, quand le cœur s'arrête et qu'on te fait électrocardiogramme, comment on appelle ça là? Le truc qu'on met sur le cœur. L'électrogramme, ouais. Comment on appelle ça? L'électrogramme. Voilà, l'électrogramme, là, tu vois, et puis ça relance le cœur. Voilà. Dieu fait ça souvent aux gens. Moi, il me l'a fait. Wow. Tu comprends? You know? Et puis, écoute, on apprend toujours. On n'apprend pas les livres, hein, on apprend à se découvrir soi-même. Enfin, c'est ce que je dis, c'est me concerne. On apprend à se découvrir soi-même. Vous avez découvert cette âme d'amoureux que vous aviez toujours eue? Oh, ça, c'est pas Michel Haïdara qui dira le contraire. Nous qui avons été yéyé, nous qui avons été, attends, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de boîte de nuit, il y avait les booms. Et les booms, c'était quoi? C'était pour s'aimer. Quand on était adolescent, on avait besoin, tu comprends, on découvrait l'amour. Ok, Dieu merci. Dieu merci. Ok. Bon, aujourd'hui, les jeunes, ils ont aussi leur degré de découvrir l'amour. Ok. L'amour toujours fait des gens heureux. Ok. Notre génération, nous sommes une génération d'amoureux. Parce qu'on n'avait que ça. Et aujourd'hui, à nos âges, on découvre que il n'y a que ça de vrai. L'amour. C'est l'essence de la vie, quelque part. Il n'y a que ça de vrai. C'est clair. Tout le reste, là, c'est des détails. À la faveur de cette interview, un petit mot d'amour pour votre épouse. Un petit mot. Non, je ne ferai pas. Ce sera un côté... ce sera... Comment on appelle ça déjà?
ceux qui matent aux portes, là, comment on appelle ça? Voyeuriste? Voilà, ça fera ça aura un petit côté voyeuriste, non? Ok, elle sait, ok. Je n'ai pas besoin de dire, tu vois. Il y a des choses que la parole ne dit plus, tu comprends? Il y a une sorte de télépathie qui s'installe entre les êtres, que ce soit entre amis ou entre époux, ok? Voilà. Donc, quelque part, non. Dieu, en tout cas, est passé par elle pour me faire vivre un jour très lumineux. Cela ne veut pas dire que j'aime pas mes autres enfants. Ok, tout cela ont contribué à tisser mon existence en bien, je dis. Ok, mais il y a un temps où on change. Parfait. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que je suis euh, heureux, ok, que toutes ces personnes ont fait partie de ma vie. Toutes ces personnes ont contribué à tisser, tu comprends, la vie d'Alpha Blondy. On fait ce parcours avec Alpha Blondy, ok? Et puis elles ont donné le relais à Alissa, qui vraiment, tu comprends, assure, mais grave, ok? Elle est vraiment, elle est au four et au moulin, parce que c'est pas facile de gérer quelqu'un comme Alpha Blondy. Mais vraiment, elle le fait très bien. Et puis, en plus, elle va s'occuper et de moi. Elle a 2 bébés là. Il y a moi et puis il y a Monsieur Abraham. OK. C'est tellement parfait, c'est tellement beau. Mais Xavier Verschave disait, lorsque l'amour avec toi dans le lit attend ton malheur dans le canapé, 2 ans après, presque jour pour jour, vous perdez votre mère. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Oh, ben, comme toute perte, OK, c'est la perte d'une mère. Tu sais, il y a des êtres qu'on prend pour acquis. OK, on prend le ciel pour acquis. Le ciel est là. OK, si on te dit que le ciel est tombé, non, moi je pense que ça m'a, euh, ça m'a renforcé quelque part dans ma foi en Dieu. Elle était très croyante. Donc j'étais convaincu de par elle que nous tous, ok, nous goûterons. On a goûté à l'amour de Dieu, une partie de l'amour de Dieu. L'autre partie de l'amour de Dieu, ce sera dans la mort. Ok? Donc quelque part, pour moi, la mort n'est pas une finalité. Ok? On passe plus de temps dans la tombe que dans la vie. Tu as vécu combien? 100 ans? 150 ans? Mais dans la tombe, tu seras là pendant combien de millénaires? Ok? Et en plus, Dieu nous dit, il est clair, ok, dans les 3 livres qu'il nous a envoyés. Il dit dans le Coran que nous vous avons donné la vie. On vous a créé à partir de sperme. Ok, nous vous donnerons la mort. Et nous vous ressusciterons pour que vous vous rendiez compte. Donc, chez les chrétiens aussi, Jésus est mort et le 3e jour, il a ressuscité. Donc, on nous dit qu'il y a cette résurrection. Et moi, j'y crois. J'y crois. Ok? Dieu est un être de parole. Ok? Et puis, chaque jour, il me le montre. Quand tu dors la nuit, tu es mort. Et puis le matin, il te réveille. Ouais. Ok? Et toi, t'es tellement naïf, tu dis, hier là, j'ai fait un rêve là, wallah, j'ai failli mourir. Mais t'es mort, Rasta. Donc, quelque part, quand tu as un ami qui est parti, quand il y a maman qui s'en va, parce que c'est maman. Là, tu te rends compte que, oh, maman aussi meurt. Quelle image forte, justement, vous gardez d'elle? C'est une battante. Alors, quand j'ai une battante, hein. Ok? Elle avait 9 gosses à nourrir. Son mari avait des problèmes. Et elle était au marché. Elle fait de la couture. Elle vend au marché, elle fait de la couture. On fait des bonbons glacés. Ok? Bissap. Ok? Et puis elle cousait. Surtout la veille des fêtes, là, elle cousait. Moi, elle m'a appris à coudre aussi sur les machines Singer.
ou singer, je sais pas. C'est ça. OK? Elle m'a appris à faire des barboteuses pour enfants. OK? Et quand il a fallu même qu'on lui interdise d'aller encore au marché de Korogo. Elle voulait toujours aller. Elle dit, hey, nous on est là-haut, nous on vend, nous on est commerçants, on vend. Il dit, attends, il faut laisser cette femme boulot, viens à la maison. Donc elle était ça. C'était vraiment, tu vois quoi, you know. Et puis quand elle a pris de l'âge, OK, des fois elle voulait sortir. Elle voulait aller marcher. Attends, bon, on lui offrait une voiture. On lui souvent prenait-la pour faire le tour de Korogo pour qu'elle puisse voir. OK? Mais, même là encore, OK? Tous ceux qui ont perdu une maman doivent sentir ça. You know, il y a ce vide plein. C'est ça. Comment t'expliquer ça? Un vide plein d'elle. Tu comprends? Tu as l'impression qu'elle est toujours là. C'est ça. You know? Justement, lorsqu'on perd une mère, très souvent, il y a des petites images qui défilent dans la tête. Vous, lorsqu'il y a eu cette perte, forcément, vous vous êtes rappelé pas mal de petites images comme ça. Est-ce que vous pouvez nous les faire partager? Oh, mais je n'ai gardé que tu comprends, you know, son côté. Attends, 9 enfants, quoi. 9 bouches à nourrir. C'est énorme pour une femme qui n'a pas fait d'études. Avec son commerce là, au marché, là, vendre les pagnes, et puis nous on la voyait travailler jusqu'à 3-4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller au marché, les jours de marché, à Bunjali. Il paraît qu'elle a fait ceci à Tengrela, moi j'étais déjà aux États-Unis. OK? Et des fois, je me suis souvenu où elle m'appelait comme ça de côté, me donnait un petit quelque chose, you know, pour pas que les autres voient. OK? Donc, quelque part, non. Vous étiez son enfant chéri, comme on le dit souvent? Non. J'étais son premier fils. OK? D'ailleurs, elle disait que je suis l'enfant de son enfance. OK? Donc, parce qu'elle m'a eu très jeune. OK? Mais elle a aimé tous ses enfants, vraiment. OK? Et moi, on était un peu dur avec moi. Pas ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me gâtait. Mais elle était vraiment dure avec moi. OK? Parce qu'en tant que premier, il fallait que je sois, tu vois quoi, you know, voilà, un bosseur. Un garçon, tu comprends, ça doit bosser. Donc, j'ai gardé ce rythme. Je ne sais pas, je ne connais pas de vacances. Je ne connais pas de vacances. You know, quand tu dis vacances, attends, ça veut dire quoi? Ça, c'est un truc des riches, ça, les vacances. You know? Non, moi, je connais pas de vacances. Moi, je connais le travail. Cette période où vous partez aux États-Unis, au Libéria, toutes les galères que vous vivez, lorsque vous revenez, est-ce que vous avez eu à échanger, par exemple, avec elle à cette époque-là? Et quels sont les mots qu'elle a pu vous donner en son temps pour vraiment pour vous revitaliser de sorte à ce que vous preniez courage et avoir la carrière que vous avez eue aujourd'hui? Mais elle m'appelle toujours comme son papa. You know? Elle m'appelle comme son papa. You know? Je suis son papa. OK? Donc, quelque part, tu comprends, même quand elle était fâchée, tu comprends, elle avait quelque chose à me dire, pour me responsabiliser. Tu vois? Me responsabiliser. Et j'ai gardé aujourd'hui encore, tu vois quoi, j'ai gardé ce côté, tu ne peux t'en sortir que par le travail. Et puis l'amour. Et puis Dieu. OK? Elle avait tout le temps des bénédictions. Que ce soit pour ses enfants ou pour les enfants des autres, que des bénédictions. You know? Parce qu'elle aussi, tu vois, elle est née dans ça. Elle est née dans les bénédictions. Les doigts. OK? Quand elle dit, oh, nya doigt bail. OK? Nya doigt bail. OK? Voilà. Donc, ça a toujours été ça. Et par contre, elle adorait beaucoup Alissa. OK? Elle adorait Alissa à cause de sa dimension, parce que le père d'Alissa est tunisien, ok? C'est ce côté tunisien là, arabe, tout ce qui est arabe, coranique, ok? C'est la famille du prophète, ok? Donc elle aimait Alissa par rapport à ça, you know. Wow. Une autre perte, celle d'Évariste Yassé, dans le même mois pratiquement, en janvier 2022. Évariste nous a trahis, you know, parce que
on s'habitue à quelqu'un, et puis voilà quoi, you know. Des fois, on a rendez-vous avec Évariste, et puis il est en retard, you know. Et des fois, tu comprends, you know, on a rendez-vous avec Évariste, et puis il est là avant tout le monde. OK? J'appelle Serge, attends, où tu es? Évariste est déjà là, OK? Et puis, on a commencé déjà le prochain album, hein, Oui. il y a au moins déjà une dizaine de chansons, 8 ou 10. Travailler avec Évariste. Et puis, on devait continuer à travailler. Et je l'appelle, et puis, il ne répond pas. Tu vois? Mais j'insiste, tu comprends? Et puis, 2 jours plus tard, son frère, Alphonse, c'est Alphonse, non? C'est Alphonse? Alphonse Yassé. Voilà. Voilà, c'est Alphonse qui m'appelle, qui me rappelle, me dit, ah, Rodolphe, Adolphe ou Rodolphe? Adolphe Yassé. Adolphe Yassé. Adolphe. Mhm. Adolphe m'appelle et me dit, ah, Coro, j'ai vu que tu essaies de joindre ton gars. J'ai dit, oui, mais yo, je l'appelle depuis, you know. Non, mais tu sais que ton gars, il est un peu malade, il est souffrant. J'ai dit, ah, cette affaire de Covid là, pardon, amène-le, tu comprends, non, ou à la PISAM, pour que nous puissions faire tous les tests là, tu vois, parce que il y a la version au Macron là qui est très sournoise. Omicron. Au Micron. Au Micron, au Macron, c'est pas grave. Il y a cette version là, tu vois, qui paraît très, très bizarre. Pardon, il faut aller faire tous les tests rapides, you know, pour que si c'est pas encore très grave, on peut rattraper quoi, you know. Il m'a dit, bon, d'accord, je vais faire ça. J'ai dit, écoute, fais ça et puis tu me tiens informé. OK? Le lendemain, je l'ai un peu appelé, j'ai dit, alors, comment ça se passe? Eh bien, écoute, ils sont en train de s'occuper de lui, donc voilà. You know, j'ai dit, bon, il me dit, il va te rappeler quand... Donc, moi, je l'attendais qu'il me rappelle. Et puis, le surlendemain matin, Adolphe m'appelle en pleurant. J'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça, Évariste. Voilà. Donc, toute l'équipe avec qui on travaillait là, on était là et puis on dit, bon, OK. Quand j'ai dit à mon épouse, elle dit, ah, Évariste aussi. Oui. You know, moi, je me disais que s'il vient, on allait se prendre la tête, j'allais l'engueuler, mais attends, Joe, tu vois quoi, on a du truc à avancer, là, et puis tu viens pas, quoi. Ben, pourquoi tu viens pas? Appelle-moi au moins, je t'appelle. Mais tu vois quoi, on a tous resté, tu vois, on est resté, voilà, OK. Parler d'Évariste m'emmène à... Évariste, c'est un génie musical. Ça, tu peux le dire partout sans te tromper. En tout cas, je l'ai vu bosser avec vous pendant de nombreuses heures ici en studio. Ah oui. Et quand je parle de lui, ça m'amène à évoquer certains titres de vos derniers albums. Je prends par exemple le titre Pardon, sorti en 2013 sur Mystic Power, du moins. Ce titre-là, c'est une résonance très forte. C'est un titre qui montre un peu, on va dire quelque part, toute votre impuissance face à ce qu'on a vécu en 2011. C'est dans quelles conditions vous enregistrez ce titre? Pardon. Quand tu as regardé dans le rétroviseur, que tu as vu tout ce qui s'est passé, tu comprends? Tu te dis, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour que cela n'arrive pas? Et puis tu vois que vraiment que voilà, tu ne pouvais rien faire. OK? Parce que on dirait que les acteurs avaient déjà préparé leur affaire. OK? Bon, nous, on était impuissants devant, tu vois quoi, devant ce qui s'est passé. Donc, ça m'a inspiré pardon. Demander pardon. OK? Parce que vous pensiez que vous sentiez coupable quelque part aussi, vous vous êtes dit, est-ce que non, pas du tout. Peut-être que j'avais une part de responsabilité en tant qu'icône, en tant que légende ivoirienne? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en tant qu'ambassadeur de paix de la CEDEAO. Tout à fait. OK? J'ai vu que ma marge de manœuvre, OK, était presque inexistante. OK? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ils m'ont donné ce titre ronflant. OK? Mais à quoi ça sert d'avoir un titre comme ça et quand tu ne peux même pas changer le cours d'une histoire dramatique?
que ce pays a vécu. OK? Et puis ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à la Côte d'Ivoire. OK? Et puis, il y a ce fatalisme, OK, qui est entré aussi dans ma grille de lecture. OK? Quand quelque chose va arriver, ça va arriver. Voilà. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Quand ça doit arriver, ça arrivera. OK? C'est comme des fois on me parle de la réconciliation. J'ai dit, en étant optimiste, la réconciliation se fera dans 90 ans. En étant optimiste. Et pourquoi justement, pourquoi ne pas être optimiste? Pourquoi ne pas penser que ça peut se faire maintenant? Je suis optimiste. Votre optimisme dans 90 ans? Oui. C'est-à-dire que là, à l'instant, vous êtes pessimiste. Non. Pourquoi ce pessimisme? Non. Je suis très, très, très optimiste. Mais dans 90 ans? La profondeur des blessures est telle que quand tu examines, quand tu analyses, OK, je dis en étant très, très optimiste, comme je le suis, dans 90 ans. Le mal est aussi profond que ça? Mm-hmm. Et pourtant, on voit que les Ivoiriens, quand même, ça va bien. Hein? Les classes politiques, là, on a eu récemment le dialogue politique. Décidément, on a l'impression que tout va pour le mieux, là. On a l'impression. Et vous n'avez pas cette impression? Ah, moi, dans les trucs de Côte d'Ivoire, moi, je parle plus. Je crois que j'ai fait le tour. Tout ce que je devais dire, je l'ai dit. Même que j'en ai trop dit. OK? Maintenant, tu comprends, non, que chacun assume son rôle. OK? Moi, de mes chansons, je peux parler. OK? Mais tu sais, j'ai appris un mot qui est très joli. C'est le mot ultra-crépidarianiste. C'est les gens qui parlent de sujets dont ils n'ont pas la compétence. Donc, j'aimerais que ceux qui ont la compétence de parler de problèmes délicats en politique le fassent. C'est vrai que dans vos chansons, vous passez tellement de messages. Limite, on dirait que vous êtes prophète quelque part, parce que tout ce que vous avez dit quelque part, vous avez alerté, vous avez passé pas mal de messages de préventifs. Malheureusement, comme vous avez dit, ce qui doit arriver, arrive. Nous, on va s'intéresser à vos chansons un peu encore. 2015. Prophète, c'est dangereux. Parce que, tu vois, Jésus. Eh ben, votre mission sur cette terre, elle ressemble à ça un peu quelque part. Même, c'est vrai que vous êtes tout modeste, vous ne voulez pas l'accepter, mais votre mission, elle est immense quand Mon même. frère, les prophètes, il y a la croix qui les attend. C'est même écrit. C'est écrit. Le Coran, Dieu dit, vous avez traité nos prophètes de fous, d'illuminés. Vous avez tué beaucoup d'entre eux que nous avons ressuscité. OK, il le dit. Il y a un chiffre là, je ne sais pas si c'est 1225 ou 1250, mais ils ont envoyé plus de 1250 prophètes. On ne parle que de quelques-uns. Tu comprends? Et non. Donc, quelque part, non. OK, je ne suis pas un prophète. Mais je suis Alpha Blondy, OK, inspiré par Dieu. Et puis, j'essaie de dire ce que Dieu m'a inspiré. OK, voilà. Lorsque vous parlez de porter sa croix, lorsqu'on voit tout ce que vous avez fait comme mission sur terre et que vous continuez de faire justement, par moment, on a l'impression que les procès qu'on vous fait, est-ce que c'est pas une manière quelque part de porter votre croix? Oh, je me passerais bien. OK? Mais moi, j'ai la conscience tranquille parce que au moins c'est dit. OK? C'est dit. Si j'avais pas dit, tu comprends, voilà. On m'aurait traité, tu comprends, de langue de bois. Non, mais j'ai dit, OK? Et puis on avance. Mais actuellement, tu comprends, il y a un temps pour toute chose. OK? Tout ce que je devais dire, j'ai dit. Tout ce que je devais faire à mon modeste niveau, j'ai fait. Maintenant, comme je t'ai dit, comme je vous dis, je ne suis pas, OK, un ultra-crépidarianiste. Je voudrais laisser le soin aux politiques eux seuls savent où ils vont. Donc, eux seuls savent comment trouver les mots justes, les mots bien
les mots politiquement corrects pour régler leurs problèmes. Positive Énergie, ça sort en 2015 avec des titres comme Alatano, Teriche, en feat avec Jacob Desvarieux. Il est décédé aussi avec cette histoire de Covid. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Oh, c'était un monsieur très humble. Ok, j'adorais déjà sa voix, mais le fait de l'avoir côtoyé pas trop de temps, ok, m'a montré une dimension du monsieur. J'aime dire que Desvarieux, c'était le plus ivoirien de tous les Guadeloupéens, ok. Et puis c'est lui qui a planté la graine du zouk, ok, en Afrique. Et, et c'est grâce à lui et à Kassav qu'il y a l'instant zouk dans toutes les boîtes de nuit, ok. Donc pour moi, tu vois que j'ai un très grand respect pour Jacob. Et quand je lui ai demandé de faire le featuring avec moi dans Teriche, une chanson de Malou Doumbia, il n'a pas hésité. Et ça m'a beaucoup touché. J'aime bien cette chanson. Et elle Ah, parle d'une trahison aussi d'un c'est frère. ça, c'est Pourquoi ça. est-ce que de toutes les belles femmes du village, c'est ma femme que t'as C'est pris? ça, c'est ça. Teriche. C'est ça. Voilà. Voilà. Si c'est, non, mais c'est vrai. Faut pas chanter en gourou. En tout cas, j'adore cet album. Positive Ok. Énergie. Il y a aussi un autre feat avec Ismaël Isaac. Oui, dans Alatano. Ouais. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Et un Ah, autre. Ismo est trop fort. Ouais. Ismo est venu pour me rendre visite. Et puis, je travaille sur Alatano. Il y avait un frère marocain qui avait fait son featuring. Et puis, il y avait mon ami tunisien, Aoubi, qui avait fait son featuring. Et puis, il m'a dit, ah, Koro, j'aimerais faire quelque chose dedans. J'ai dit, bon, vas-y, fais. Il est entré dans la cabine, one shot, zoom. Wow. Et puis, il dit, Koro, moi, je vais refaire. J'ai dit, tu touches, tu vas plus à... Sors. Sors de la cabine, viens écouter. Voilà. Ça, c'est Ismo. Alatano. C'était vraiment, tu vois quoi, Alatano. Il y avait vraiment, tu vois quoi, la puissance vocale et puis la beauté de la voix. Tu comprends, j'aime beaucoup sa voix. Donc, il m'a fait l'honneur de faire le Alatano. Le dernier feat sur cet album que j'adore aussi, c'est Freedom. Freedom avec Tarrus Riley. Tout à Tarrus fait. Riley, c'est un jeune frère jamaïcain qui est aussi, voilà quoi, qui a une grande voix de reggae, parce que lui-même, il est fils de chanteur. Et puis, il a voulu, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, mais attends, la chanson, là, même, là, ce que tu as chanté est plus doux que ce que moi j'ai chanté. Ah, il a des envolées, hein? Ah, ouais. Pardon. Ouais. Il a tellement bien chanté, j'ai dit, mais attends, Joe, tu m'as volé la vedette, là, Parce que tu vois quoi, il a une très belle voix. Et puis, il s'est approprié la chanson. J'aime ça. Tu comprends? J'aime ça. Et celui qui a fait la même chose, c'est mon fils, Sidiki Diabaté, avec une chanson qui est sur le prochain, qui s'appelle Laïri. Ok? Lui aussi, il s'est approprié la chanson. Et puis, comme dit les Ivoiriens, il a trop mal chanté. Vous faites la transition là, justement, on va parler de Eternity. Eternity, c'est votre 19e album. Après Human Rights, sorti en 2018, 4 ans après, vous venez avec un album de près de combien de titres là déjà? Parce qu'à chaque 18. 18 titres. Mm-hmm. C'est un double album. Ok? Et sur cet album, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure du feat avec Sidiki Diabaté. Il y a d'autres chansons où on voit aussi l'intervention du Prince Bleu. On va en parler. Comment ça arrive ça? Un featuring avec le Prince Bleu. Oui, comment avec ça? Abraham. Comment il y a aussi la chanson d'Excision, pardon. Mm-hmm. Il y a Clinton Ferron, de l'ancien gladiateur, qui est intervenu. Ok. Avec le Prince Bleu, comment ça se passe qu'on retrouve sa voix sur cette chanson? Son featuring dans le studio, il a beaucoup de supporters. Il y a son tonton Serge, il y a son tonton Jiggy, et puis il y a son arrangeur, Serge c'est son manager, et Evaris c'est son arrangeur, ok, et producteur. Et puis Jiggy, tu comprends, nous et moi, nous sommes les supporters. Ok. Bon, bref, il est venu dans le studio, et puis il voulait ce micro là. Ok. Et puis quand on lui donne pas, tu connais la démocratie des enfants.
ils veulent nous envoyer un solo de pleurs. On dit, attends. Tiens le micro. Donne le micro. Maintenant, il commence pour dire Abraham. Il ne sait pas dire Abraham, il dit Abba. OK. Abam. OK. Et puis, il fait 1, 2. Love. Bon, on a dit, c'est bien, c'est très bien. Bon. Et puis, bon, c'est réglé là. On lui a donné après, je sais pas, les maracas ou bien le petit tambourin là pour qu'il aille jouer de l'autre côté. Et puis Évariste passe. Il passe sa voix. Évariste a enregistré quand il a fait le truc. On dit, bon, écoute, voilà, ok. Sur l'album Eternity, il y a ce coup de cœur là que vous nous avez fait écouter ce soir, Rwanda. Oui, Rwanda. Quand j'étais au Rwanda, le monsieur qui m'amenait au stade, parce qu'on devait jouer dans un stade, et puis, non, on partait voir un ministre, une dame ministre, et puis, il faisait beau, tu vois, quand il y avait un jour ensoleillé, et puis, tu vois les gens, et puis, Kigali est très propre, et puis tu vois les gens vaquer à leurs occupations, et moi, ça m'a ému, ok, par rapport à mon premier voyage, ok. Et puis je lui ai dit, mais écoute, euh, ça m'inspire une chanson, quoi, tu vois. Sunshine in Rwanda. Ok, il m'a dit, ah oui, d'accord. Il m'a dit, allume, il a une chanson, il va me faire écouter si on peut la travailler pour. Il m'a fait écouter sa chanson. Ok, et puis après, il me l'a envoyé sur mon mail. Ok, bon, mais ça me branchait pas trop, parce que moi, j'avais déjà mon idée, ok, j'avais déjà une musique en tête, tout et tout, donc j'ai pondu, tu comprends, ma version que je lui ai envoyée, et il a beaucoup aimé, tu vois, non, mais je voulais que lui, il dise quelque chose en ki-rwandais, l'intro. C'est ça. Voilà, donc il a dit qu'il a fait ça, puis il a envoyé. On a beaucoup aimé comme le son. On ne connaît même pas les sons des langues africaines. Tu vois, non? Donc quand il a envoyé, tu comprends, ce son en ki-rwandais. Ok, ce message, ça m'a plu. Donc on a mis ça en intro. Et puis maintenant, on a travaillé la chanson. Et avec, comme Dieu toujours intervient, il y avait un jeune Rwandais, un musicien, qui lui aussi était de passage à Abidjan. Ok, il voulait me rencontrer. Donc, il est venu au studio, et puis on lui a fait écouter, et puis on a dit, pour dire ça là, personne ne peut arrêter le soleil de briller. Ok, personne ne peut empêcher le soleil de se lever. Ok, comme on dit ça en Kinyarwanda. Il a dit ça, et puis on a fait venir ma fille Jocelyne, Astrid et Michel, leur copine. Et puis on dit, bon, mais il faut apprendre à prononcer ça aux filles. Et puis elles ont fait les chœurs. Aussi simple que ça. Voilà. Sunshine in Rwanda. Mais ce soleil qui brille sur Rwanda, c'est la résultante aussi, on va dire, de cette crise que ce pays a connue aujourd'hui et qui est en train de, on va dire, qui est en train de renaître de ses cendres. Est-ce qu'il faille que des pays africains passent par cette étape avant de voir quelque part le développement poindre le nez? Aussi vrai que l'Afrique est à l'origine du mystère de l'humanité, nous passerons par des épreuves très difficiles. Et comme les écrits disent, bénis soient les derniers, car ils seront les premiers. Pourquoi? En tout cas, c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'Afrique, pas seulement le Rwanda, l'Afrique même en général, malgré toutes les tergiversations, malgré tous les pièges, malgré toutes les guerres créées pour retarder le développement de l'Afrique, l'Afrique a adopté un rythme, il avance. Je disais à quelqu'un un jour, si quelqu'un avait dit à nos grands-pères, aux pères de nos grands-pères, qu'il y aura des pilotes d'avions africains, et même africaines, qu'il y aura des médecins africains, qu'il y aura des ingénieurs africains, ils auraient dit, mais arrête de boire le vin de palme, là, tu radotes. Mais aujourd'hui, ça se fait. OK? Donc, quelque part, l'évolution, la création du monde n'est pas finie. C'est nous qui sommes en train de juger Dieu, son œuvre.
c'est pas fini. Chaque jour, ok, Dieu continue de tisser sa création. Ok? Donc, ce que toi et moi avons encaissé, nos enfants, nos petits-enfants et leurs petits-enfants ne vont pas encaisser ça. Il y a, tu comprends, une loi, irrémédiable, irréversible qui est en marche. C'est la loi de Dieu. Ok? Donc, des fois, tu vois quoi? Moi, ça me donne de l'espoir. Je me dis que toutes les épreuves que Dieu a mis sur la route des Africains, ok, nous sommes en train, il nous aide à les résoudre. Mais outre justement ces épreuves, vous avez dit tout à l'heure, ces crises qui ont été créées de toutes pièces, ces guerres qui ont été créées, mais lorsqu'on voit la gouvernance on va dire des politiciens africains ou bien des gouvernements africains, la corruption, pas mal de maux qui gangrènent nos sociétés, est-ce que vous pensez qu'on pourra s'en sortir réellement? On s'en sortira parce que les corrompus, c'est parce qu'il y a l'occasion de corruption qui est là, qui fait le corrompu. Il ne peut pas avoir un corrompu s'il n'y a pas le corrupteur. Ok? Maintenant, il y a une prise de conscience. Ok? Il y a eu tellement de victimes des actes de corruption que, voilà, il y a des gens qui par réflexe, ne veulent plus. Que ce soit parmi les policiers ou dans l'administration, parmi les militaires, il y a des gens qui ne veulent plus. Même parmi les politiciens, il y en a qui ne veulent plus. Parce que eux, ils ont senti la morsure de la corruption quelque part dans leur vie. Ils ont vu que ça faisait très mal. Donc, il y a toutes ces corrections qui arrivent naturellement. Ok? Les marionnettes qui sont à la solde de la France ou des États-Unis ou de l'Angleterre, il y a un temps. Il y a un temps. Ok? Parce que, quelque part, nous-mêmes Africains, nous jetons nos leaders dans les bras de l'Occident. Quand nos politiciens font leur querelle, ici, à haute voix, à haute et intelligible voix, ok, qu'ils se menacent, ok, ben, celui qui vous a colonisé, qu'est-ce que vous attendez de lui? Ce monsieur, s'il peut amplifier votre problème, ok, parce que lui, ça l'arrange. Lui, il défend ses intérêts. Vous, dans vos nègreries, il n'en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Ceux qui comptent sur, qui jugent Macron, qui jugent, je sais pas quoi, Biden ou Poutine, il faut exprès ou quoi? Macron n'a pas été élu par les Ivoiriens, hein, ou par les Africains, ou par les Maliens. Il a été élu par les Français. Tout ce qu'il fera comme démarche, c'est dans l'intérêt de ceux qui l'ont élu, donc les Français. Ok? La même chose que les Américains. En politique, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. Comment voulez-vous expliquer que vous bradez vos matières premières, vous n'avez pas pensé à les transformer sur place? Donc, quelque part, pour vous, aujourd'hui, il est dans l'intérêt, par exemple, des pays africains, de faire comme le Mali l'a fait, par exemple, rompre les liens? À un moment donné, il faut dire stop. Comme j'ai dit, quand la foutaise franchit la frontière, il faut dire stop. Mais moi, c'est même pas le problème du Mali, ok, met en lumière l'incapabilité de l'Union africaine, 54 pays, à former une armée africaine pour défendre la souveraineté de tous les membres de l'Union africaine. Ce n'est pas à la France de vous dire ça. Et ce n'est pas à la France de défendre la souveraineté du Mali. Après, on trouve qu'ils exagèrent. Mais que fait l'Union africaine, Guillaume? 54 États. N'importe qui vient, il se sert, on se fout de la gueule de vos peuples, ok? Même des politiciens africains en Europe, aux États-Unis, partout sur la terre,
on vous méprise. Vous avez été esclavagisé avec les armes. Vous avez été colonisé avec les armes. Et aujourd'hui, on vous exploite, on vole vos matières premières et vous vous taisez à cause des armes. Pourquoi vous ne ferez pas une armée africaine? Pourquoi? Pourquoi? La question est là. Vous le dites dans votre dernière production, dans l'une de vos chansons, que les Nations Unies ont échoué. Autant vous diriez que l'Union africaine a échoué. Et si tel est le cas, qu'est-ce que ça servirait encore de maintenir, on va dire, cette institution, on va dire, sous-régionale encore, de la maintenir en vie? Il faut nettoyer. Il faut mettre les gens bien dans les places comme à l'Union africaine. Pas des marionnettes, pas des frileux. OK? Des gars de la trempe de Paul Kagame. Il pourrait faire front, selon vous? Mais déjà, il le fait. Il n'a pas attendu qu'on lui donne l'autorisation. Quand on ne veut pas, on dit non. OK? Donc, le président de l'UA n'a pas cette trempe-là quelque part. Ben, quand j'étais à Dakar tout récemment, il nous a reçus, monsieur Macky Sall Sall nous a reçus. Ouais. Et puis, monsieur Paul Kagame est venu nous trouver chez monsieur Macky Sall. Donc, je pense qu'ils se parlent. Mais ils ont peut-être d'autres stratégies. Tu vois, il y a quelque chose qui bout actuellement. L'Africain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui ni de demain. Il y a des gens qui tiennent des discours. Il y a mon jeune frère Kémy Séba, ok? Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points, mais il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. Sa façon de traiter le président Ouattara et Macky Sall, ok? Là, il n'est pas rassembleur. Mais il dit des choses vraies. Tu vois, non? D'ailleurs, quand on s'est vu ici, il est venu chez moi à la maison, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, peut-être que tu n'es pas conscient du pouvoir, tu vois, que tu as. Mais, sache l'utiliser. Qui te dit que M. Ouattara est d'accord avec tout ce qui se passe? Qui te dit que M. Macky Sall est d'accord avec ce qui se passe? Qui te dit que tu comprends qu'ils ne sont pas victimes de chantage avec un pistolet dans la tempe ou dans la nuque? Donc, ne laissons personne au bord de la route. Il faut trouver les formules pour les tirer dans notre camp. Dans le camp, tu comprends, de ceux qui peuvent toujours peser. Kémy Séba, pour beaucoup, c'est un propagandiste. Là, vous parlez d'un leader, il est jeune, alors qu'il y a des leaders jeunes ivoiriens qui sont dans la politique. Je ne suis pas dans le... On va pas commencer par dire, non. Je dis, on ne peut sacrifier aucun soldat. Ce que Kémy Séba dit, c'est vrai. Je dis, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il s'en prend à Alassane Ouattara, avec beaucoup de haine. Je trouve ça très maladroit de sa part. Parce qu'on dirait qu'il sous-estime son verbe. OK? Quand il s'en prend à M. Macky Sall, je trouve qu'il sous-estime son verbe. Il doit rassembler. Parce que peut-être même que M. Macky Sall et M. Ouattara, les choses qu'il dit, que eux, ils partagent. Ça, il ne sait peut-être pas. Peut-être. Mais ne les insulte pas. Ne brandis pas la haine. Ce continent déjà a trop souffert des haines des autres. On a envie de lui dire, pas toi. C'est l'occasion pour nous de vous demander de vous prononcer sur la nouvelle classe que veut incarner certains jeunes leaders ivoiriens, politiquement parlant. Est-ce que vous êtes en phase avec ces jeunes-là? Parce que de plus en plus, on parle de ce relais, de voir le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Bédié lâcher le tablier. On voit des jeunes leaders politiques que vous connaissez justement, qui sont en train d'émerger. Qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, de cette relève-là que ces leaders incarnent? Je pense que en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils copient le modèle ghanéen ou le modèle américain, si tu veux.
que les anciens soient là pour être concertés, qu'ils donnent leur expertise. On va pas les museler, parce que leur problème, leur profession, c'est la politique. On aura toujours besoin, quand il y a quelque chose de grave ou d'important, qu'ils se concertent et puis qu'ils trouvent quelque chose. OK? Et qu'ils puissent aider cette nouvelle génération à piloter. OK? Mais de grâce. OK? Leur querelle de chapelle qu'ils arrêtent. OK? Toujours je dis, les Ivoiriens n'ont pas de problème les uns avec les autres. C'est la famille politique qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois, je les invite, OK, à prendre conscience du rôle qui les attend. Mais ils ont une attitude irresponsable. Qui, les jeunes leaders ou Les anciens les anciens? et leurs équipes, je veux dire. OK? Parce que dans cette mondialisation militaire, quand vous vous querellez, vous êtes un marché potentiel. OK? Vous êtes un marché potentiel. Et après, on va accuser les marchands d'armes, après on va accuser les militaires qui ont fait un coup d'État. Mais si vous, les civils, vous passez le temps à vous taper dessus. Moi, j'apprécie vos prises de parole sur le sujet politique. J'ai fini, Maître Vergès. OK? Si vous, les civils, si vous avez failli à vous entendre, n'importe quel caporal peut se permettre. Alors vous direz quoi? Tant qu'à être dans la merde, on sera dans la merde jusqu'aux yeux. Et ça, tout cela dépend de vous. Votre responsabilité, c'est mettre bas à terre les sujets importants. Vous dites les vérités, mais vous trouvez la solution. Et la guerre, c'est pas la solution. Quand vous faites la guerre, là, votre pétrole que vous avez découvert, là, la baleine en question, vous allez donner ça à l'Europe. Parce qu'eux vont amplifier vos querelles, votre guerre, comme ils ont fait en Angola. Vous allez payer avec quoi? Avec le pétrole. Et vous serez toujours à la case départ. Malgré tous ces jeunes, malgré tous ces jeunes qualifiés, diplômés, vous serez toujours à la case départ. Parce que vous n'avez pas compris l'enjeu. L'enjeu est financier. L'enjeu est économique. La main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Parfait. En tout cas, moi, je suis très heureux parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'apprécie vos prises de parole sur les sujets politiques et on va se faire, en tout cas, si vous me le permettez, de pouvoir aborder quelques thématiques inhérentes à ce sujet sur le plan politique national. On vous a vu rarement vous prononcer, en tout cas ces dernières années, sur les sujets politiques parce que vous l'avez dit tout à l'heure lors de cette interview, vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Mais on en a l'occasion, et vous allez nous le permettre, de vous prononcer tout de même sur ces sujets-là. On a eu récemment le dialogue politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Pour vous, ça va accoucher de zéro. Ça accouchera ce que ça accouchera. OK? Comme je vous ai dit, je ne veux pas être l'ultra-crépidarianiste. Je laisse ceux qui ont la compétence, OK, qui ont initié ce dialogue, je leur laisse le droit, le choix de cette réponse. Parfait. C'est à eux qu'il faut leur poser la question. Toujours sur le champ politique, on a vu quand même le retour du président Laurent Gbagbo. Vous ne vous êtes pas encore prononcé là-dessus. On en a l'occasion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet effet? Je suis content qu'il soit de retour parce que j'avais fait un truc à la radio où j'avais demandé au président Alassane Ouattara de tout faire pour que Gbagbo rentre. Faut pas qu'il meure là-bas. OK? Et le président m'a fait l'honneur de me recevoir. OK? Je m'en tiens à ça. OK? Donc, Gbagbo est là. Dieu merci. OK? Dieu merci. OK? Et quand il est arrivé, ma petite sœur Nadi m'a fait l'honneur de m'appeler. OK? Pour me saluer. Et ça m'a beaucoup touché.
Ah ouais, ça nous permet de vous prononcer sur son nouveau parti, le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Je ne parlerai que de mon bon avocat. Votre Je n'ai petit rien frère à vous a dire. fait l'honneur de vous appeler et Euh, elle vous a fait le plaisir de vous appeler, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit lors de cet appel? non, bonjour, bonjour, ok. Mais tu vois, le geste m'a beaucoup touché. You know. Je pense que tu comprends, peut-être qu'elle a dû euh, voir, tu comprends, les efforts qui ont été faits pour ce rapprochement, pour cette libération, peut-être, ok. Mais là n'est pas la question. Je voudrais que la famille politique ivoirienne, on a déjà fait le tour du bocal, ok. Maintenant, je veux qu'on aille devant. Dieu nous a donné encore du pétrole. Je ne parle pas encore d'autres gaz. Et il y a d'autres matières premières que on connaît même pas encore, qui sont là. En tout cas, on va OK? avancer. Donc, quelque part, je voudrais, tu as vu ce que le président Ouattara et son équipe ont fait. Imagine s'ils étaient tous ensemble. Tu vois un peu, non? Il faut apprécier les efforts des uns et des autres pour avancer. C'est comme ça, tu comprends, que moi je les vois. Mais pour qu'ils OK? soient ensemble, justement, il faut que certains rentrent d'exil. Le cas du président Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne me prononce pas dans ça. Ça, c'est ultra crépidarianisme. You know, que ceux qui peuvent répondre à cet aspect peuvent le faire. Mais je refuse, tu vois, quand il de me prononcer sur ça. Bah, là, j'espère que peut-être vous allez dire quelque chose par rapport à votre petit frère Charles Blé Goudé qui attend son Je suis passeport bien depuis. content qu'il soit vivant. Voilà. Parce que j'ai pleuré quand on m'a dit qu'il était mort. OK? Mais quand j'ai vu qu'on avait arrêté, qu'il était vivant, j'étais très, très, très content. Donc, pour moi, vraiment, tu comprends, le passeport de la vie, ok, était plus important que ça. Ils vont trouver une solution. Tu sais, les politiciens, là, c'est la même tribu. Tu vois, c'est la même tribu. You know, tous des gourous, ok? Et puis, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution. Vous êtes déçu un peu de la classe politique ivoirienne? Non, je me suis dit que il fallait que chacun a sa mission et que leur mission, tu comprends, non? Euh, moi, je vois comme toi, je vois ce qui se passe. Ok, je me suis permis des fois de me prononcer, mais quand la chose est aussi sérieuse et aussi importante, vaut mieux laisser aux spécialistes, à chacun, tu vois, d'assumer sa mission. Ok, donc ne donnons pas d'autres sons de cloche. Ok, je les invite en tout cas, ok, à maintenir ce climat de paix. Ok, je suis fier de voir tous les travaux qui ont lieu. Ok, et je compte sur eux pour que ça continue, que M. Ouattara soit là ou pas, que ça continue, que l'équipe de Ouattara, l'équipe de Bédié et toutes les équipes des familles politiques se mettent ensemble. Parce que c'est une compétition planétaire. Ok, c'est ce que je voudrais. Ok, On vous dans voit, la paix, dans la paix. pour parler de paix, il y avait un chantre de la paix et on vous voit en sa compagnie ici. Cette photo, j'ai voulu vous la montrer. Vous êtes en Oui, compagnie du président Félix Houphouët-Boigny. c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette photo? Et Eh ben, c'était tu à quelle vois, occasion? Vous étiez si, tout jeune tout de même. Vous aviez peut-être on t'a tout tout jeune. avec avec des tresses. Ouais, Ouais. c'était, je crois qu'on devait présenter des vœux. Ok, et puis le président m'a fait l'honneur, tu comprends, de me présenter à ses invités, aux ambassadeurs, tout et tout. You know, voilà, ok, la paix. Voilà. Moi, je suis resté toi collé au principe de paix du président, aux valeurs de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Ok, et en tant qu'un ancien du Messi, tu comprends, on nous a élevés dans la Côte d'Ivoire, c'est le pays du dialogue et de la paix. Ok, et moi, je voudrais qu'ils fassent tout pour maintenir la paix. Que 2025, il n'y ait pas 87 morts, il n'y ait pas 3000 morts. Non. Il y a 0 mort. OK? Qu'ils nous prouvent qu'ils veulent voir la paix. Mais la paix conjuguée, c'est pas la paix des grandes théories. La paix conjuguée. Tu vois, non? Voilà. C'est ce que j'attends d'eux. OK? Voilà pourquoi je préfère, je pouvais leur faire confiance. Je pouvais leur faire confiance.
On a su un plateau People, on va terminer par ça. C'est vrai qu'on a surfé un peu sur quelques thématiques politiques. On ne pouvait pas s'en priver. Merci, même si vous n'avez pas voulu trop vous prononcer là-dessus. Eternity, c'est votre actualité. Le 9 juillet, vous êtes en spectacle au Bataclan. On s'attend à un grand Alpha Blondy sur la scène, forcément parce que ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que votre public français ne vous a pas vu. Qu'est-ce que ça fait, ces gens, les retrouvailles? Eh ben, avec le Covid, et le public et Alpha Blondy doivent s'estimer heureux. Parce qu'il y a des artistes qui monteront plus jamais sur scène. OK? À cause de la Covid-19. OK? Non, moi, je pense que, je le fais avec, beaucoup d'humilité. OK? J'ai dit, à mon public, si Dieu le veut, qu'on fera un très beau concert. OK? Ça, c'est mon souhait. OK? Que les forces, OK, se mettent ensemble pour que ce qu'on fera soit bien. OK? Le pain a répondu. Donc, amen. Le 15 juillet, vous êtes au Sofitel Hôtel Ivoire? Oui, oui, oui. OK. Il y a mes frères c'est 3 ans ou 2 ans. 2 ans consulting, voilà, consulting, qui organisent ce concert à l'Hôtel Ivoire. Voilà. Donc, dans le même élan que Paris, on fera quelque chose de digne. OK, à l'Hôtel Ivoire. Et puis, bon, priez pour nous tous. Priez pour nous pour que ça se passe bien. OK. Inch'Allah, ça va le faire. OK. Un message assez spécial à la faveur de la sortie de cet album. On sait que vous allez faire plusieurs plateaux. On a eu l'honneur d'être reçu par vous dans votre studio, là où tout se concocte. Nous sommes dans le secret des dieux, là. Le laboratoire. Le laboratoire. Oui. Et vous nous avez soufflé tout à l'heure hors micro que ce laboratoire, avant, c'était votre chambre. Oui, c'est ça. Wow. Et puis ça a aussi été la chambre de ma mère. Voilà. OK. D'accord. Donc, voilà. On est dans ce studio, dans ce laboratoire. Wow. Un message fort pour mettre un terme à cette interview à la faveur de la sortie d'Eternity. Eternity sera sur toutes les plateformes. Le digital, j'ai oublié la date, mais ce sera bientôt. Vous voyez sur Internet, vous allez voir. Le digital va sortir et après le physique va sortir. Comme c'est un double album, il y a eu beaucoup de boulot à faire. Il y a eu beaucoup de boulot. OK? Et puis, on voulait aussi éviter, tu vois, quoi, comme d'habitude, que les pirates, tout de suite, ils achètent un CD, puis ils s'en vont à Hong Kong faire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'Afrique est sur les plateformes. OK? Il y a Orchard qui est en Afrique. Donc, ceux qui veulent acheter digital, numérique, ils peuvent l'acheter déjà. OK? Ils peuvent déjà précommander. OK? Donc, voilà. Tout est prêt, tout est fait pour que chacun ait sa tranche d'éternité. OK? Et puis, voilà. Pourquoi Eternity, justement? Éternité, c'est pour ne pas encore dire Dieu. OK? Voilà. Vous êtes tous des tranches d'éternité. Nous sommes nés dans l'éternité. Adam et Ève sont nés dans l'éternité. OK? Et quand nous mourrons, nous serons encore dans l'éternité. Nous sommes des tranches d'éternité. Voilà. Donc, pour vous dire que vous êtes tous des parcelles d'éternité. Voilà. Merci beaucoup, Cora. Merci. Merci infiniment. Merci, Guillaume. Merci pour tout. Merci. Okay. Merci pour cet honneur. Merci. Merci à toi, mon frère. OK. Et que Dieu te bénisse. Amen. 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 Okay. Amen. Merci. Une ambiance bon enfant, un Alpha Blondy toujours aussi incisif, que ce soit tant dans ses tests avec ses chansons que sur un plateau télé comme ça a été le cas aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview comme nous avons pris plaisir à la conduire. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde et à très bientôt. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci.